aujourd'hui, ça se trouve être le dernier de la série de 8 webinaires pour cette année. Et on va passer du temps avec Léonie Chatat afin de comprendre comment on fait, comme dans ton cas, jeune femme immigrante arrivant ici au Canada à l'âge de 16 ans, comment on fait pour se tailler une place, pour contribuer à l'économie, à la vie, à la communauté francophone, mais canadienne aussi. Hein? Fait que ça fait vraiment plaisir. Je te remercie d'avoir accepté cette rencontre, Léonie. Merci, Judy, c'est toujours un plaisir. Alors, on est dans ton espace de travail et toi, tu es présidente, directrice générale de la Passerelle. Parle-moi un peu de ce qu'est la Passerelle. Au fait, j'ai fondé l'organisme j'avais 16 ans et j'allais encore dans l'école francophone à Toronto. À l'époque, c'était le collège français à Jarvis. Maintenant, c'est le lycée français. Et suite aux défis que les jeunes immigrants comme moi vivaient, j'ai décidé de prendre les choses en main, de trouver des structures pour nous reconforter et aussi pour un peu parler des défis que nous vivions comme nouvellement arrivés, comme immigrants et sans famille finalement ici. Et donc c'est un peu comme ça que la passerelle est née. Ça fait 20 ans que nous existons maintenant. J'ai eu la chance de voyager à travers le monde. On est vraiment à l'œuvre des immigrants francophones qui décident de s'installer ici à Toronto. On a beaucoup de programmes aussi dans les écoles. Et là, on vient d'ouvrir un bureau satellite de la passerelle à Paris, toujours dans la même vision de faciliter l'intégration des immigrants francophones et aussi de transporter notre expertise en France. OK. Alors, j'aimerais ça que tu me parles un peu parce que toi, tu es arrivé ici à 16 ans et tu dis je suis arrivée ici sans famille. Et raconte-moi comment ça se passe, ça, parce que comme Canadienne faisant partie de la communauté qui accueille, on ne comprend pas toujours quelles sont les histoires ou les parcours. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un est s'installer ici? Alors, dans ton cas, tu arrives ici à 16 ans. Raconte-moi, c'était quoi la motivation? Qu'est-ce qu'il y avait autour de ça? Au fait, quand je dis sans famille, j'ai quand même une sœur qui vivait ici, mais ça ne s'est pas très bien passé avec ma sœur. Okay. Et pourquoi le Canada? C'est qu'on a eu un couple canadien qui vivait à Orangeville. À l'époque, j'étais encore très jeune au Cameroun. Ils sont venus passer un mois au Cameroun et ce couple a fait la rencontre de mes parents. Et suite à cette amitié, mon père est tombé en amour avec le Canada et a décidé que ses enfants allaient continuer leurs études au Canada. Donc ma grande sœur est venue la première et qui s'est installée ici. Et ensuite, je l'ai suivie plusieurs années plus tard. Et quand je suis arrivée ici, après un an, ça n'a pas beaucoup marché. Nos relations ont été très conflictuelles et ça n'a pas beaucoup marché avec ma sœur. Donc j'ai décidé de m'en sortir. Déjà, il faut aussi dire que j'avais un caractère, j'ai toujours eu un caractère de battant et de se dire que quand on peut, quand on veut, on peut réellement s'en sortir. Et très vite, j'ai compris qu'il fallait que je m'intègre. Il fallait que j'aie une attitude positive. Il fallait que j'essaie de me créer des nouveaux liens et de comprendre comment le système fonctionne. Mais ce n'est pas toujours évident pour un immigrant qui arrive. Si on arrive en hiver, on n'est pas habitué au froid. Si on arrive en été, c'est d'autres réalités. Donc le choc culturel est vraiment une réalité. Et beaucoup de jeunes immigrants, et même dans les écoles, qui arrivent même avec leur famille, passent au moins 1 à 2 ans de choc culturel à pouvoir comprendre comment le système fonctionne. Et c'est beau aussi ça la philosophie de la passerelle aujourd'hui, de faciliter ce parcours-là. Parce que moi, les défis que j'ai eus et les projets qu'on réalise ici est basé sur ma réalité et ce que j'ai vécu. Et comment ne pas laisser d'autres immigrants ou d'autres jeunes vivre ce que moi j'ai vécu un peu. Mais je crois aussi que c'est l'attitude et le fait de rester très positif et de vouloir s'en sortir dans n'importe quelle situation. Parce que dans la vie, il y a des défis, il y a des opportunités, mais même quand on passe à travers un moment très difficile, il faut toujours se dire qu'il y a des solutions et comment aller chercher ces solutions. Et le Canada nous offre vraiment des opportunités aux solutions. Parce que les gens sont ouverts, parce que si on va vers les autres, on peut vraiment essayer de trouver de l'aide ou des solutions. Et je pense que c'est important. Et puis comme femme noire, ça n'a pas été facile pour moi. Je vous raconte une histoire. Dans les années 90, je suis allée à Radio-Canada pour passer une interview. La journaliste m'attendait et je suis arrivée.
la personne à la sécurité n'a pas voulu me laisser passer. Il m'a posé tout genre de questions parce que j'étais une femme noire. J'étais fâchée, je n'ai pas compris pourquoi ça s'est passé, pourquoi je devais vivre une situation comme ça. Et la journaliste était dépassée, elle ne savait pas quoi dire. Mais à travers cette expérience, à un moment, je me suis dit, mais ça ne peut pas se faire. Je viens passer une entrevue, Radio-Canada, je donne tous les noms. Pourquoi cette sécurité me retient? Et tout simplement parce que je suis noire. Et effectivement, c'est parce que j'étais noire. Et peut-être qu'ils ne voyaient pas beaucoup de personnes noires venir passer des entrevues. À l'époque, dans les années 90, au-delà de tout, j'ai repris mon souffle. Je me suis dit, je suis ici pour faire passer une interview. Je suis venue parce que j'avais un rendez-vous et j'ai fait l'interview. Ça s'est très bien passé et je suis repartie contente. Mais ça m'a fait aussi prendre conscience de ma réalité, que je suis femme, je suis noire, je suis de minorité visible, je suis triplement défavorisée que les autres. Mais mon statut n'est pas une raison pour moi d'échouer. Ouais. C'est pas une raison d'échouer. Parce que souvent, quand je vais parler dans les écoles, les jeunes me disent oh, madame, il y a le racisme, il y a telle chose, on ne me comprend pas. C'est vrai, il y a des injustices, mais ne laissez pas l'injustice nuire à votre opportunité. Justement, il faut travailler plus fort. Justement, il faut faire ses devoirs à temps, il faut arriver à l'heure, il faut persévérer et avoir la bonne attitude. Parle-moi de cette équipe, parce que quand tu as commencé, tu avais 16 ans, alors tu n'avais pas d'équipe, mais là, maintenant, ton organisation a combien d'employés environ? Nous sommes à peu près une douzaine. OK. Alors, tu es partie de jeune fille de 16 ans qui commence une organisation pour répondre à un besoin, et maintenant, vous êtes une douzaine ici dans l'équipe à Toronto. Et là, j'imagine que dans l'expansion, il y a des gens qui vont commencer, si tu as un bureau à Paris, là, tu vas avoir une expansion d'équipe là-bas, etc. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui est important pour toi quand tu recrutes quelqu'un dans ton équipe? C'est mon sentiment. Au fait, c'est bizarre. Je respecte tout le protocole qu'il faut respecter. Je pose des questions. C'est mon interaction avec la personne. Ce sont des échanges. J'ai souvent embauché des personnes moins éduquées, mais qui sont plus performantes. Donc, c'est vraiment le premier sentiment que j'ai au contact avec la personne. Et puis après, le reste se fait. J'ai aussi embauché des personnes qui n'ont pas eu forcément qui n'avaient pas forcément d'expérience dans le domaine, mais en leur donnant cette chance, je les ai formés et aujourd'hui, ils sont experts dans le domaine. Aujourd'hui, on a des personnes qui ont travaillé avec la passerelle, qui sont dans des ministères, qui sont des ambassadeurs un peu partout. Et beaucoup me disent que la passerelle, c'était une référence pour les personnes qui y passent. Parce que c'est comme une école, c'est une école en fait. C'est une école canadienne. Hein, c'est une école. C'est une école. Au fait, si on a disposé, si on est positif et qu'on veut apprendre, voici l'école pour apprendre. Ici, on fait de tout. On passe de nettoyage du salon, de salles, on lave les assiettes, on est à tous les niveaux. Et moi, je suis à tous les niveaux avec l'équipe. Parce que pour moi, le transfert de connaissances, ça passe par la flexibilité de la connaissance. Aujourd'hui, si se retrouvent n'importe où, dans n'importe quel milieu, ils vont pouvoir, ils seront très performants. Parce que passer par l'école de la passerelle, c'est vraiment passer par une école. On apprend de tout. Et c'est un peu ça. Dis-moi, on dit que le secteur communautaire ou le sans but lucratif, c'est le troisième secteur de l'économie. Puis souvent, il est un peu négligé. Hein? C'est-à-dire, des fois, on diminue l'importance du secteur communautaire ou sans but lucratif. Et toi, c'est vraiment un choix que tu fais. Parce que tu pourrais aussi travailler, par exemple, au ministère de citoyenneté et avoir possiblement un impact sur la clientèle et avoir certainement un impact sur la clientèle, la même clientèle que tu desserres. Mais tu choisis vraiment, de créer cette organisation et en plus de rester dans le communautaire, dans le sans but lucratif. Alors, explique-moi, comment tu vois ça, toi, le travail? Parce que tu vas faire une carrière, tu fais ta carrière dans le domaine communautaire. Comment ça se distingue le domaine communautaire? Qu'est-ce qui fait que ça, c'est celui où tu te sens dans tes baskets? Au fait, il faut aimer ce qu'on fait. Soit on l'aime, soit on n'aime pas. Ça, c'est la première des choses. Et d'ailleurs, dans tout processus de développement de carrière, le plus important, c'est d'aimer ce qu'on fait. Au moment où on n'aime plus ce qu'on fait, on n'est plus à la bonne place. Et c'est vrai que pour moi, le fait de voir la transformation au quotidien
l'impact que j'apporte au quotidien dans la vie des gens, le contact avec les gens, les interactions, la créativité, le fait de penser à une idée et de l'innover et de créer un rêve. Pour moi, ce sont les moments les plus forts. Je souris toujours quand j'ai un client qui appelle pour dire j'ai eu un emploi grâce à vous, à cause des compétences culturelles. Quand je reçois une lettre, quand je reçois une cliente qui revient avec ses enfants m'embrasser, et parfois je me demande qu'est-ce que j'ai fait d'aussi grand pour les rendre heureux. Et je me dis, je suis à la bonne place. J'aime venir ici le matin, travailler avec mon équipe, même quand je suis malade et je sais que j'y viens. Parfois, je masque mes douleurs pour être là. Et c'est pas une bonne... Quand on est malade, il faut rester à la maison et il faut se soigner. Donc, c'est pas forcément... Mais c'est pour... Il faut aimer, il faut adorer. Je suis commissaire aujourd'hui. Je travaille à temps partiel comme commissaire à la Commission des droits de la personne. C'est très intéressant. Je contribue aux politiques de changement institutionnel là-bas, mais venir à la passerelle, c'est quelque chose, c'est un amour inexplicable pour moi, et j'y adore. Donc pour moi, je pense que dans la vie, quel que soit ce qu'on fait, il faut d'abord aimer ce qu'on fait. Si on n'aime pas, on n'est pas dans le bon endroit. Et si il ne faut pas travailler pour se faire de l'argent, mais il faut travailler pour se développer et se construire en faisant de l'argent. Pour moi, c'est le plus important. Tu en as eu beaucoup de reconnaissance, on voit ton mur de reconnaissance. Aujourd'hui, tu es commissaire justement aux droits des personnes de l'Ontario. C'est des honneurs, ça. Et qu'est-ce que ça prend ou qu'est-ce qui fait qu'on reconnaît? Quels sont les éléments, tu penses, que tu as été capable de mettre en place ou qui fait qu'aujourd'hui, on reconnaît ta contribution? Je pense qu'on est dans une société qui est juste, qui est très juste. Et moi, je me dis que quand le travail que je fais au quotidien, c'est pas pour chercher une reconnaissance. C'est d'abord parce que je vais avoir un impact. Maintenant, ce travail est vu dans une société et au regard de plusieurs personnes qui décident que ça mérite une reconnaissance. Et c'est comme ça que peut-être j'obtiens ces reconnaissances-là. Pour moi, c'est juste une confirmation que je suis dans le bon chemin. Mais le plus important, c'est ce que je fais au quotidien et c'est l'impact et comment je contribue à la société pour qu'on soit une société encore plus plurielle, encore plus inclusive et qu'on diminue au maximum les inéquités et les barrières. Comment les immigrants peuvent passer avoir des parcours beaucoup plus positifs que négatifs, parce qu'il faut rester à la passerelle pour écouter tout genre d'histoires au quotidien, des histoires réelles, des histoires vécues. Donc, je pense que quand on fait des choses parce qu'on les aime, il y a toujours une reconnaissance. On ne sait jamais comment la reconnaissance va venir, mais ça vient. Moi, je ne savais pas que j'allais être un jour commissaire et ça s'est présenté à ma porte. Donc, après, il y a eu tellement d'applications, mais j'ai eu le poste. Pas parce que j'ai fait trop d'efforts, mais parce que l'institution a reconnu en moi un potentiel et un ajout pour peut-être aider dans la vision de la Commission ontarienne. Donc, je pense que le plus important, c'est d'aimer ce qu'on fait. Il faut adorer et travailler, être loyal à ce qu'on fait, se créer de bons partenaires, de bonnes collaborations et adorer le travail. Est-ce que tu imaginais, quand tu avais 16 ans et que tu étais au Collège français, est-ce que tu imaginais que ce serait ça, ta vie à ce point-ci? Non. J'imaginais être journaliste, voyager à travers le monde sur le feu des bombes, interviewer et parler, avoir une voix pour ceux qui n'ont pas de voix. Mon rêve était d'être journaliste et j'y rêve toujours parce que j'aimerais vraiment faire un Oprah show à la canadienne. Ça c'est un talk show à la Oprah. Et pourquoi pas, il faut rêver. Le rêve, c'est ce qui nous fait grandir. Et aujourd'hui, aux jeunes, avec toutes les technologies, avec le monde qui tourne à l'envers, avec les grands du quotidien, ce qu'on a encore aujourd'hui, c'est de rester positif et de rêver. Parce que si vous voulez être Premier ministre, vous pouvez l'être. Donc il ne faut jamais arrêter de rêver. Le rêve fait grandir, le rêve donne l'espoir. Et c'est à travers cet espoir qu'on mène ces combats.
Donc, rire beaucoup, malgré le fait que vous traitez quand même vous traitez quand même de situations parfois délicates parce que la clientèle qui fait appel au service de la passerelle est une clientèle fragilisée. Tu l'as dit tout à l'heure, qui ont souvent des histoires compliquées, tristes, difficiles. Alors, j'ai l'impression que c'est une façon de garder l'équilibre. Hein? Si on rit en travaillant, on ne rit pas les gens, mais on rit en travaillant et qu'on retrouve du plaisir, ça permet d'équilibrer ça. Effectivement, ça permet d'équilibrer ça parce que justement, on ne rit pas des gens, mais on rit pour se relâcher un peu des émotions du quotidien. Ouais. C'est vrai que les histoires sont parfois inimaginables. Et en ce moment, ces clients cherchent en nous de l'aide et du réconfort. Je suis aussi humaine, je pleure beaucoup. Je parle de rire, mais je pleure beaucoup. Au fait, je pleure et l'équipe me voit pleurer ici quand j'ai l'impression que le système n'est pas juste et que j'ai des failles. Il y a le système, l'institution, le système a des failles et qu'il faut régler ces problèmes, il faut régler ces injustices et qu'on n'a pas une réponse alors que c'est facile de résoudre le problème. Mais c'est parce que l'institution, en tant que telle, ne veut pas voir ce problème. Comme femme noire, je pense que ce n'est pas à cacher que les minorités raciales, les personnes des communautés noires vivent triplement au sein de la pauvreté et ont plusieurs défis. Mais on est en même temps dans un pays riche, dans un pays un beau pays, et qui peut créer des opportunités et des possibilités à sa population civile. Comment se fait-il que encore aujourd'hui, il y a des injustices dans un système contre les Noirs, contre les personnes de Première Nation? Pourquoi il y a plus de jeunes noirs incarcérés dans les prisons? Pourquoi? Donc, toutes ces questions me frustrent et parfois, j'ai tellement envie de faire, mais je dois respecter des protocoles. Et ça me fait pleurer. Ça me fait pleurer parce que ce n'est pas le problème de résoudre le problème du client, c'est la capacité d'influencer le système et de pouvoir apporter des solutions. C'est quoi le plus grand défi, tu crois, pour ce que vous rencontrez le plus souvent ici, la clientèle immigrante? C'est quoi le plus grand défi à la capacité de s'intégrer, participer à la vie active et trouver le bonheur, finalement? Chaque immigrant qui quitte son pays et qui décide de s'intégrer vient pour une meilleure vie. Soit pour l'éducation des enfants, soit pour trouver un emploi, et pour contribuer à une nouvelle société, et pour y s'installer. Le défi, c'est quand ils arrivent et que le parcours et le processus est très complexe. Ils n'ont pas d'emploi, ils viennent avec des diplômes, ils ne sont pas reconnus, ils vivent encore en dessous de la pauvreté. Ça, c'est très difficile. Et le grand défi, c'est de comment créer des opportunités pour que nos clients puissent soit s'intégrer sur le marché du travail, contribuer véritablement et économiquement à la société canadienne, pas seulement sur un plan de culture, mais sur un plan économique aussi, et participer aux politiques publiques. Et pour nous, je pense que c'est ça le plus grand défi. Et on continue à travailler, on garde toujours espoir qu'on est en train de faire un parcours, on fait un chemin, et en trouvant des solutions alternatives pour créer vraiment ces opportunités. Mais le combat c'est pas évident. Et c'est pourquoi, quand on vit tous ces défis, et que si je n'aimais pas ce que je faisais ici, et que je le voyais tout simplement comme un emploi, je ne serais plus là. Parce que je pourrais me trouver un emploi ailleurs. J'ai eu beaucoup de propositions pour des bons postes, et les gens sont souvent restés un peu étonnés quand je dis non. Quand je dis non, avec des salaires très importants et avec des opportunités incroyables. Mais le moment pour moi n'est pas encore, je suis pas encore à la quête de, je crois que je n'ai pas encore fini ce que je dois faire à la passerelle. Et qu'il y a encore beaucoup de choses à faire et que je peux continuer à contribuer de façon positive, naturellement, avec mon équipe. Qu'est-ce qui t'a aidé à faire les choix? Tu as parlé de tes mentors tout à l'heure.
Quels sont les éléments qui t'aident à ça oui, ça non, les facteurs qui motivent tes choix? Avant le décès de mes deux parents, c'était beaucoup mon papa. Mm. Et puis, mais quand j'étais petite, un de mes oncles a dit à maman qu'elle avait que j'avais un peu. J'étais un peu spéciale par ma façon de penser, de prendre les choses. Je vais beaucoup avec mon sentiment. Mm. Beaucoup, c'est avec mon sentiment. Si je ne le ressens pas, je n'y vais pas. Mm. C'est peut-être une métaphore, mais c'est une réalité pour moi. C'est aussi l'analyse du contexte, c'est aussi les conseils de mon équipe, parce qu'on ne sait pas tout. On ne peut pas être, on ne sait pas tout. Il faut toujours aller se référer aux autres. Et puis, je suis quand même très bien entourée. Je sais qui appeler à quel moment pour telle chose. Et donc, j'ai toujours quelqu'un d'assez important dans ma vie qui va pouvoir me conseiller sur tel ou tel sujet. Mais aujourd'hui aussi, mon fils Enzo, on parle beaucoup, il suit beaucoup la politique, on en discute beaucoup. Et parfois, il a de bonnes idées, il réfléchit, je lui pose des questions, il me donne son opinion et je fais un peu, je mûris l'opinion dans ma tête et puis j'essaie de trouver une solution. Donc, c'est un ensemble. Je pense qu'on ne peut pas se faire seul. Et il faut être assez humble pour comprendre que on n'a pas toutes les capacités nécessaires et qu'il y a toujours un peu un complément de chacun qui crée ce que nous sommes. Et il faut savoir aller chercher de l'aide, il faut savoir demander de l'aide, il faut savoir être humble et il faut savoir savoir faire le discernement des bonnes et des mauvaises décisions. Parce que c'est ce discernement qui nous permet d'avancer. Et puis, quand on fait un discernement et si ça ne fonctionne pas, si ça échoue, c'est pas grave. On comprend pourquoi ça n'a pas marché et on recommence. La vie, c'est pour apprendre. La vie, c'est un éternel recommencement. Il faut toujours avoir la capacité d'accepter de perdre et puis de reprendre et puis de reconstruire. Ça, c'est très important. Moi, j'ai grandi avec ces valeurs-là. Mon père me disait toujours que la sagesse de la vie, ce n'est pas les diplômes qu'on a, mais c'est comment on fonctionne dans la vie au quotidien. L'expérience, les relations, la bonne attitude, la loyauté, les négociations, comment tout ça, c'est un ensemble. Dis-moi, quel conseil donnerais-tu à des élèves? Parce que là, on parle à des élèves qui sont en train de faire des choix. Hein? Alors, quel conseil tu leur donnerais pour qu'ils puissent faire des choix judicieux? Qu'ils puissent faire les bons choix pour eux? Déjà, vous deviez vous connaître. Il faut bien se connaître. Qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas. Et faire un choix d'abord pour vous, pas pour les autres. Aimez votre choix et bien mûrir le choix. Aimez votre choix et bien mûrir le choix. Écoutez les conseils, allez poser des questions, soit à vos parents ou à des personnes à qui vous faites vraiment confiance. Et prenez les meilleurs choix pour votre vie. Et n'ayez pas peur, parce que si ce sont des choix réfléchis, vous allez donner tout votre maximum pour réussir. Mais l'essentiel et l'important, c'est d'aimer et de faire des choix très bien réfléchis et adorer la vie. La vie, c'est tout un long parcours. Il faut l'apprécier à chaque moment. Il faut pouvoir relativiser la vie et il faut pouvoir surmonter même quand on a des défis. Donc, il faut rester, la pensée positive. Rester très positive parce qu'il y a toujours des solutions à tout. Il y a des solutions. Quel est le conseil que tu donnes quand tu as un nouveau client, si tu avais à lui donner la clé de la réussite de l'intégration? Ce serait quoi ce conseil-là que tu donnerais? Ouverture. Ah bon, okay. Ouverture. Beaucoup d'immigrants qui arrivent souvent restent en ghetto et ne s'intègrent pas vers l'autre. On ne cherche pas à savoir qui est l'autre. Je donne toujours l'exemple de ce projet où on a pris des jeunes enfants qui étaient là et on a décidé de les faire visiter les musées. Le musée de l'Ontario, ça faisait des années, ils n'avaient jamais fait. Comment ces enfants peuvent s'intégrer dans une société et se sentir véritablement
franco-ontariens ou canadiens s'ils ne font que vivre à l'intérieur de leur propre communauté. Donc, quand les immigrants arrivent, une des choses que j'ai dit, c'est que vous êtes parti d'un pays, vous avez transporté un peu de votre culture, maintenant vous allez prendre votre culture et vous allez l'ajouter à l'autre culture. Essayez de rester toujours dans vos propres communautés parce que vous n'apprenez pas beaucoup. Allez parler à d'autres personnes, allez faire le bénévolat, essayez vraiment de comprendre comment le système fonctionne. Le networking, les réseaux, comment ça fonctionne véritablement pour pouvoir, c'est pour ça que les compétences culturelles que nous offrons sont aujourd'hui, c'est un produit aujourd'hui qui est reconnu comme one of the best, une meilleure pratique, une meilleure pratique pour le gouvernement, parce que ça aide vraiment les immigrants à comprendre ce qu'est le choc culturel, la lune de miel, et comment s'intégrer pour faciliter votre parcours. C'est très important, parce que s'il n'y a pas cette ouverture, on va rester figé et tourner tout au long sans pouvoir faciliter réellement notre intégration. Et ça, c'est très important.